Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner à Singapour est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Rachida Kassi, directrice marketing, communication et développement de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Bonjour Rachida. Bonjour Amélie. Alors je suis ravie de t'accueillir et parler avec toi de la santé à Singapour, car tu es allée là-bas dans le cadre de la rencontre des Français de l'étranger. Bonjour, je m'appelle Bérangère, je suis mariée, j'ai 4 enfants et je suis maintenant, depuis 1 an, à Singapour. Il y a quand même à Singapour des maladies que je ne connaissais pas. Alors peut-être qu'ils sont propres à l'Asie et peut-être que les autres expatriés d'Asie, quand ils écouteront ce podcast, se diront peut-être qu'eux ils savaient, et que voilà. Mais il y a quand même des choses différentes, entre autres des maladies que je connaissais pas, comme le mycoplasme, comme bien sûr la dengue. Il y a des choses qui arrivent et auxquelles on n'est pas préparé forcément. Donc il faut quand même bien penser quand on est à Singapour à aller consulter si jamais on a des symptômes. Parce qu'il y a des trucs bizarres ici auxquels on n'est pas forcément habitué quand on arrive d'autres pays et qui se soignent et qu'il faut soigner parce que sinon ça dégénère et c'est embêtant. Et il y a un autre problème, c'est qu'avec la chaleur, on a un problème de cicatrisation à Singapour. Donc les bobos, les plaies ou les petites opérations qu'on peut avoir peuvent avoir du mal à cicatriser. Donc il faut faire attention à ça aussi. Si jamais on est sensible, il faut y penser. Donc on comprend que Singapour a un climat humide, avec des maladies spécifiques qu'on n'a pas en Europe. Elle pointe, je pense, un bon sujet du doigt, Bérangère. Ça me fait penser que là-dessus, sur le site de la CFE, on a des fiches pays où effectivement, avant de partir en expatriation, alors si on est déjà parti, c'est pas très grave, ça mange pas de pain d'aller vérifier. Il y a quelques petits conseils comme ça sur effectivement les maladies existantes, les vaccins à effectuer avant de partir ou ce genre de choses. Si je dis pas de bêtises, sur le site de Femmes Expat, il y a énormément de conseils aussi personnalisés en fonction des pays. Donc voilà, je crois qu'elle a tout dit en disant qu'il faut se renseigner en amont. Et il y a des sites, il y a plein de sites internet qui le proposent, mais bien sûr, je conseillerais celui de Femmes Expat et celui de la CFE. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 45 ans, j'habite à Singapour depuis un peu plus de 4 ans. Trouver un médecin a été le premier problème auquel j'ai été confrontée en arrivant à Singapour. J'ai été redirigée vers une clinique, un cabinet médical pour expats qui s'appelle International Medical Clinic, IMC, qui a des cliniques à plusieurs endroits de la ville. C'est effectivement un lieu pour expats parce que c'est un peu onéreux, il vaut mieux être bien assuré. Dans cette International Medical Clinic, il y a des médecins qui parlent français parce qu'ils ont des conjoints francophones ou parce qu'ils ont étudié en France. Parce qu'ils viennent du Québec. Et finalement, quand il s'agissait de mes enfants, au début, comme ils ne parlaient pas bien anglais, je trouvais plus commode d'aller voir ces médecins-là avec qui mes enfants pouvaient échanger, où j'étais pas à faire la traduction tout le temps. Ensuite, comme c'était assez loin de chez moi, lorsque mes enfants sont tombés malades pour des petits trucs, j'ai plutôt cherché à aller chez des médecins, des médecins singapouriens, alors très bien, très compétents et surtout beaucoup moins chers. Donc depuis, je vais à International Medical Clinic avec, c'est vrai, maintenant des médecins qu'on connaît bien, qui nous suivent tous, ou sinon chez des médecins singapouriens à côté de chez nous. Mon choix aussi s'effectue selon l'urgence. C'est-à-dire que les médecins singapouriens souvent sont sans rendez-vous, donc c'est pratique. C'est pas loin, c'est rapide. Bon, il y a un peu d'attente, mais pas beaucoup. À la International Medical Clinic, c'est plus loin de chez nous et c'est sur rendez-vous.
Donc voilà, si j'ai besoin de voir quelqu'un dans la journée et que c'est pas quand même une urgence au point d'aller à l'hôpital, je vais me rendre dans un cabinet local. Julie, dans son témoignage, nous parle de cliniques privées, mais aussi de médecine publique. C'est quelque chose que tu as vu effectivement quand tu étais à Singapour ? Oui, on est sur ces deux modèles exactement comme en France, mais comme l'explique si bien Julie, c'est que quand on réside à l'étranger, il y a un vrai sujet de la barrière de la langue, surtout quand on vient de s'y installer. Donc Julie parle du sujet avec ses enfants, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que on peut être complètement bilingue dans une autre langue, mais pas pouvoir exprimer tel ou tel mot ou pas se sentir à l'aise avec une autre langue. Donc c'est là la différence entre le public et le privé, c'est qu'en allant dans le public, on n'a pas nécessairement le choix du médecin. Donc, en plus de la barrière de la langue, ou en tout cas du choix de la langue de son médecin, il y a forcément une problématique de coût. Forcément, le privé, ça va coûter beaucoup plus cher que le public. Et donc, là, il faut s'interroger sur le système de protection sociale, en tout cas sa couverture santé, sa couverture maladie que l'on peut avoir. À Singapour, on peut avoir un système qui est pris en charge complètement, mais pour ça, il faut être singapourien. Sinon, quand on n'est pas singapourien et on n'acquiert pas la nationalité singapourienne de manière très très simple, c'est très très compliqué. Et donc l'autre système quand on est étranger, c'est un système de cagnotte. Donc c'est très différent de ce qu'on peut connaître nous en France. Donc c'est une cagnotte où effectivement lorsque l'on travaille, l'employeur peut mettre des sous sur cette cagnotte. En tant que salarié, on peut aussi mettre des sous sur cette cagnotte. Mais en fait cette cagnotte sert à effectuer les remboursements de soins. Donc une fois que la cagnotte est vide, il n'y a plus de remboursement et donc là, il faut effectivement effectuer l'avance de frais. Et au-delà de l'avance de frais, il faut pouvoir être en mesure ou en tout cas avoir la capacité à payer ces frais de santé. Donc c'est très très différent du système français et donc c'est un point de vigilance parce que quand on est français, on ne se pose pas la question. Là, quand on est à Singapour, il faut quand même avoir, surtout si on veut aller dans le privé, il faut quand même avoir des réserves suffisantes pour faire face à des cas d'urgence ou à des cas de maladie longue durée. Alors dans cette médecine, il y a quand même des choses à dire. Il y a un sujet de coût quand même, où cette médecine est très efficace, mais du coup, c'est quand même pas donné. Et le moindre acte qu'on vous fait dans le cabinet du médecin, que ce soit une prise de sang, une anesthésie locale pour, chez le dermato pour vous brûler quelque chose, ou etc., tout acte est facturé en plus. Donc les notes montent très très haut et très très vite. Il faut quand même avoir une très bonne mutuelle et vérifier comment on est couvert par sa mutuelle et quels sont les endroits où on peut aller, où on doit aller avant d'arriver ici et pour bien comprendre ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'encore une fois, les soins sont extrêmement chers et donc on peut se retrouver avec des mauvaises surprises et des soins à avancer et qui ne sont pas forcément remboursés et là c'est quand même compliqué. Donc Bérangère, dans son témoignage, parle vraiment du coût de cette santé privée. Aurais-tu des conseils en termes de couverture santé ? Effectivement, comme on l'a vu, le coût de la santé à Singapour coûte très cher. Forcément, il y a des assurances locales qui couvrent parfaitement bien, pour peut-être pas cher ou à des tarifs très compétitifs. Par contre, il faut savoir que dans des assurances, on est dans le domaine assurantiel, donc loin de la sécurité sociale. Il peut y avoir des barrières à l'entrée, comme on peut exclure certaines pathologies, on peut avoir des limites d'âge, donc on peut être sur un plan privé jusqu'à 70 ans par exemple, ou même beaucoup moins, jusqu'à 60 ans, et la veille de nos 60 ans, avoir cette assurance privée et dire débrouillez-vous, à partir de demain, je vous assure plus. Donc tout ça, c'est des éléments. J'ai beaucoup rencontré de personnes qui arrivaient à ces limites d'âge, qui ignoraient que 2-3 ans après, elles n'auraient plus de couverture santé. Et là, en fait, c'est toute une vie qui peut s'effondrer parce que forcément, plus on prend de l'âge, plus on commence à avoir des maladies qui apparaissent et donc une nécessité d'être bien couvert. Et donc, si on n'a pas, encore une fois, les réserves nécessaires pour faire face à ce lendemain, on peut être très vite pris de court. Et c'est aussi
ce travail qu'on va effectuer à la rencontre des Français, c'est quand je parle de sensibilisation, c'est typiquement ce genre d'informations qu'on véhicule pour que les personnes puissent avoir les bonnes informations et du coup la bonne couverture. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Par la société de mon mari, on est à la fois couvert par la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et en plus de ça, on a une mutuelle complémentaire. Cette mutuelle nous couvre très bien. Alors, on a parfois, quand on a des dépassements, ce qui arrive quand même de temps en temps, un petit complément à payer. Mais dans l'ensemble, on est assez gâtés et on a accès à pas mal d'hôpitaux et pas mal d'endroits, ce qui est assez rassurant. Alors après, il y a un peu de paperasserie à faire quand même parce qu'il y a beaucoup de médecins qui prennent pas forcément vos assurances en direct. Donc un bémol, c'est qu'il faut souvent avancer les frais, en tout cas avec ma mutuelle. Du coup voilà, alors ils remboursent assez vite, mais c'est vrai qu'il y a parfois un peu de trésorerie à gérer et comme ça chiffre assez vite, voilà, il faut quand même y penser. Et de même que je conseille maintenant aux gens qui viennent nous voir, que ce soit famille ou amis, de prendre une assurance complémentaire pour être sûr que s'il leur arrive quelque chose à Singapour, ils seront couverts en cas d'hospitalisation ou en cas d'accident ou en cas de quoi que ce soit. Et c'est spécifique à Singapour parce que les soins, ils sont très bien, mais très chers. Alors Bérangère a l'air enchantée de sa couverture avec la CFE. Peux-tu nous dire quel est l'avantage de la CFE par rapport aux autres assureurs ? Alors j'aime beaucoup le démarrage de son interview parce que elle commence par j'ai beaucoup de chance d'avoir la CFE. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça, mais je pense que c'est pas anodin parce que encore une fois, Singapour est un des pays où le coût de la santé est vraiment extrêmement cher, on se rapproche des coûts aux US par exemple, et donc elle insiste beaucoup, mais je pense qu'elle insiste beaucoup parce que il y a un vrai vécu, et effectivement, plus on est éloigné du coût de la santé français, plus l'impact, la participation de la CFE à des remboursements va être moindre, puisque nous, on transpose l'équivalent de ce que la sécurité sociale française, en France, rembourse à l'étranger. Donc forcément, plus on est éloigné en termes de tarification, moins la CFE est avantageuse. En revanche, le montage de Bérangère est très pertinent, donc ça a du sens à partir du moment où on prend la CFE avec une complémentaire santé. Donc on retranspose finalement, on recrée le système de sécurité sociale à la française. Et donc là, c'est intéressant parce qu'elle parle d'accès à des hôpitaux, donc c'est typiquement par le biais de la mutuelle qu'elle peut avoir accès à un réseau de soins. La CFE ne le propose pas dans tous les pays. En revanche, les mutuelles le proposent dans un plus grand nombre de pays. Donc, elle parle d'accès aux soins. Et là, donc, en recréant ce système de santé à la française, il y a la mutuelle qui peut intervenir et bien rembourser au niveau local, donc à Singapour en l'occurrence. Mais la partie CFE permet de continuer à conserver ses droits en France. Et quand je parle de continuer à conserver ses droits en France, c'est qu'à tout moment, de son expatriation, on peut rentrer en France et se faire soigner, on peut parler à des médecins français, on peut garder son réseau de médecins français. Alors Singapour, c'est pas suffisamment à côté, mais si on rentre 1 à 2 fois par an, on peut en profiter pour faire tout son check-up avec son réseau de médecins français. Et l'avantage surtout, tout à l'heure je disais qu'il y avait des barrières à l'entrée, etc. Donc ce sera toujours vrai côté mutuelle. En revanche, côté CFE, il n'y a pas de questionnaire médical. On peut arriver à tout moment sur la partie CFE. Quand on est en France, on peut utiliser la carte vitale. Donc voilà, on conserve quand même les avantages d'être à la CFE, avec les avantages de la mutuelle sur la partie locale. J'ai des petits soucis de peau, pas grave, mais il faut que on me brûle plein de choses sur la peau là. Et en fait, je suis allée chez un autre dermato qui m'a dit « Oh là là, votre mutuelle française, on va faire un courrier quand même, on va pas vous opérer tout de suite ». Et je peux vous dire que bien m'en a pris, parce que le courrier qu'elle m'a envoyé de recommandation pour la mutuelle, c'est un devis à $2500. J'ai halluciné. Franchement, je pense qu'un dermatologue en France vous fait ça dans son cabinet pour le prix de sa consultation. Donc je l'ai envoyé à ma mutuelle, qui a refusé.
alors que je vous ai dit que j'avais une super mutuelle, qui a refusé ce devis, considérant que c'était pas nécessaire. Bon, en l'occurrence, il va falloir que je le fasse, donc je vais trouver un autre moyen et j'irai peut-être me faire soigner en France pour ces choses-là. Voilà, on prend quand même des risques avec des chiffres assez élevés, et c'est vrai que le seul conseil que je peux donner aux gens qui arrivent à Singapour, et même aux gens qui sont là depuis longtemps mais qui ont oublié parce qu'ils n'ont pas été souvent chez le médecin, c'est de demander avant qu'on vous touche un cheveu quel est le prix. Et ça, ils ont l'habitude de vous répondre. Tu confirmes qu'on doit faire valider d'abord un devis avant de faire une intervention ? Clairement, alors plus sur la partie, encore une fois, hein, sur la partie complémentaire santé, parce que la CFE interviendra pas, sauf cas exceptionnel, elle interviendra pas en majorité sur le remboursement. Et on disait tout à l'heure, il y avait les réseaux de soins. Donc, il peut y avoir des tarifs négociés avec en allant dans l'établissement conventionné. Il peut y avoir des process différents en fonction des mutuelles et des établissements. Donc, certaines, en fait, quand on se rend dans un établissement conventionné, il y a peut-être pas besoin d'effectuer un devis. Mais par contre, si on va hors champ, là, c'est effectivement un réflexe parce que sinon, on peut être confronté effectivement à un refus. Donc, vaut mieux avoir un refus en amont que quand l'acte médical a été réalisé et qu'on a déjà payé. Et Bérangère a confirmé ce que tu disais avant, c'est-à-dire que oui, comme elle est couverte par la CFE, elle pourrait tout à fait aller en France et donc se faire soigner là-bas et ce serait pris en charge. Oui, et ça, pour la petite anecdote, dans les rencontres qu'on peut faire, notamment à Singapour, effectivement, j'ai beaucoup de personnes, j'y pensais pas nécessairement, mais des personnes qui font le calcul en se disant, je sais pas moi, 2500 € de telle intervention versus un billet d'avion que je payerais peut-être moins cher en m'y prenant un petit peu tôt et en plus en profitant pour y passer des vacances et voir ma famille, du coup c'est tout bénef, quoi. Quelque chose qui est vraiment fantastique à Singapour, c'est qu'une fois qu'on arrive à l'hôpital pour une urgence, on a le droit à un check-up complet. Là, c'est vraiment pratique. On y va et puis au moins on sait que tout va être fait sur place et qu'on ne nous laissera pas partir avant que vraiment le problème ait été examiné dans sa totalité. Et de même pour les médicaments, alors ça c'est vraiment, j'apprécie énormément à Singapour cela. La plupart des cabinets médicaux, en fait, ils ont des médicaments en fait sur place. Donc, ce que prescrit le médecin est disponible dans le cabinet médical et donc on repart avec les médicaments. Et alors, moi, j'ai vécu donc 17 ans en France et je me souviens très bien d'aller chez le médecin, ensuite d'être avec tout ma marmaille, partir faire la queue à la pharmacie. Et puis après prendre rendez-vous pour réussir à passer une prise de sang ou prendre rendez-vous pour passer une radio, et puis ça prenait un temps considérable, tout était compliqué. Là, tout se fait au même endroit. On sent dans ce témoignage qu'il y a vraiment une simplicité en fait, que ça a l'air simple, on va à un endroit, on nous fait tout d'un coup. Quelle est ta lecture, Rachida ? Dans les principaux témoignages que j'ai pu avoir, c'est on paye d'abord et ensuite on se fait soigner. Donc, alors oui, si on a les ressources nécessaires et oui, il n'y a aucun souci, ça nous paraît fluide. Mais je crois que quand on n'a pas prévu ou quand on n'a pas l'argent nécessaire, je crois que c'est beaucoup moins fluide. En tout cas, c'est les témoignages moi, que j'ai pu en avoir. J'ai subi 4 interventions chirurgicales ces 4 dernières années à Singapour. Ma jambe gauche était très faible et au bout de quelques minutes de marche, je n'arrivais plus à marcher. Et donc là, j'ai été envoyée aux urgences et comme moi, c'était ce chirurgien-là que je consultais, j'ai demandé à être envoyée au Mount Elizabeth Hospital et c'est là que j'ai été hospitalisée. 1 an après ça, malheureusement, ma situation ne s'améliorait pas. J'étais toujours fortement handicapée, incapable de marcher plus de 5-10 minutes ou plus de 500 mètres. Et le même chirurgien a décidé de passer à l'étape supérieure qui consistait à nettoyer, donc enlever des ligaments, de l'os, des tissus inflammés, tout ça, du disque. Là, ça a encore été très long pour obtenir l'approbation de l'assurance. Et puis après ça, 6 mois après, mon état s'est quand même encore détérioré. J'ai commencé à avoir des faiblesses dans l'autre jambe.
Je marchais à peine avec 2 cannes et ce premier chirurgien, en fait, a commencé à se poser des questions, à se demander si j'avais pas quelque chose au niveau des cervicales et de la moelle épinière. Il m'a fait faire passer d'autres IRM. Alors ça, c'est encore une fois, les IRM, ça se fait dans les 2 jours. Alors, on n'attend pas du tout comme en France. Et là, on a découvert que j'avais la moelle épinière écrasée par 2 disques au niveau des cervicales et ça devenait urgent. Et là est arrivé un fait intéressant, c'est que ce chirurgien ne savait plus trop quoi faire. Il se demandait s'il fallait pas encore m'opérer au niveau des lombaires ou s'il fallait m'opérer au niveau des cervicales en enlevant les disques. Et ça, c'est quelque chose auquel on avait été confrontés depuis le début, c'est qu'on nous laissait le choix. Nous, on n'avait aucune idée. On attendait d'un médecin qui nous dise ce qu'on devait faire. Et ça, j'ai trouvé ça très difficile. Et donc là, quand même, quand ce chirurgien hésitait de nouveau, puis la situation me semblant quand même assez grave, j'ai consulté un autre chirurgien. Et cet autre chirurgien, en voyant l'état de mes cervicales, lui a dit « Non, mais là, c'est une urgence absolue. Vous devez être opéré très rapidement. » Nouveau dossier de demande de prise en charge à l'assurance, de nouveau très très compliqué. Il faut savoir qu'à chaque fois ce sont des sommes considérables, c'est-à-dire que même au début je n'ai pas su en fait quels étaient les montants en question parce que mon mari avait peur que ce stress en fait n'aggrave mon état. Je peux même pas vous les dire tellement c'est lunaire. Le fait est qu'on n'a rien payé de notre poche, que c'est l'assurance qui a complètement pris en charge, mais que voilà, c'est prendre un risque considérable que de se faire hospitaliser à Singapour sans une assurance correcte. Alors, témoignage très poignant de Julie. Voilà, et on la remercie de témoigner. Mais donc, on se rend compte qu'elle a traversé un parcours quand même très impressionnant. Est-ce qu'elle parle des médecins qui, par exemple, lui laissaient le choix? Tu as entendu ça, toi, dans les tables rondes? C'est pas la première fois que j'entends qu'à l'étranger, on n'a pas ce degré de confiance qu'on peut avoir en France. En fait, en France, on se pose pas la question. Le médecin connaît son métier et c'est lui qui dit il faut y aller ou faut pas y aller. Et au-delà de ça, les questions d'argent sont subsidiaires et on n'y pense vraiment qu'après. Là, on est dans un modèle complètement renversé. Alors, j'ai des diagnostics, parfois contradictoires, ça je l'ai déjà entendu. Donc, je suis obligée de payer et repayer pour avoir des avis. Alors, quand du coup, on est malade, que le stress peut engendrer d'autres maladies, je crois qu'on a d'autres chats à fouetter. Et voilà, je crois que le témoignage parle de lui-même. Et ce que moi je note, c'est que Julie, elle a été très bien entourée. Elle avait une bonne assurance. Donc, même si elle a eu des délais d'attente assez longs, elle a quand même eu tout ce qui était pris en charge. Elle a quand même eu son entourage, son mari qui a pris en charge tout le stress. Enfin, tout le stress, j'exagère quand même, mais une bonne partie qui voulait pas l'inquiéter encore plus. J'ai envie de dire, tout le monde n'a pas cette chance-là. Quelque part, de vivre dans des pays où le système de protection sociale est très éloigné de ce qu'on peut connaître en France ou en Europe, ça peut avoir de gros impacts. Et en tout cas, de recréer ce modèle, on a quand même la chance en tant que Français de pouvoir avoir la capacité à le faire, c'est qu'à tout moment, on peut revenir sur le standard français. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'arrête mon expatriation, et je reviens en France et je reviens sur un modèle que je connais, un climat de confiance, un réseau de confiance et une langue surtout que je maîtrise. J'ai des soins très réguliers. Depuis 3 ans et demi, j'ai 1 à 2 séances de kiné par semaine pour m'aider à faire du renforcement musculaire vraiment approprié à mon état de santé. Et ça coûte aussi très très cher. Alors là, il y a 20% de ces dépenses qui sont toujours à notre charge. Donc on a quand même, sur ces 3 dernières années, dépensé beaucoup d'argent pour la santé. Mais je sais qu'il y a des assurances qui acceptent des soins de kiné pour 10 séances seulement, par exemple. Et c'est tout. Moi, j'aurais été bien embêtée. J'ai besoin, je pense à vie, de soins de kiné. Quels sont tes conseils pour les soins un peu spécifiques comme la kiné ou le dentaire?
Alors, sur certaines mutuelles, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des offres tiroirs. Ça veut dire que si on sait que dans les 2 prochaines années, on va avoir des frais dentaires, on peut appeler sa mutuelle et dire, sur les 2 prochaines années, je veux le plus haut niveau de garantie des frais dentaires. Et puis, quand on a fini, revenir à un système un peu plus moyen, on va dire. Sachez qu'il n'est pas toujours trop tard. En fait, il faut pas hésiter à challenger, à faire jouer la concurrence, mais surtout à avoir la bonne couverture au bon moment, en fait. Quand je cherchais un deuxième chirurgien, on m'avait aussi conseillé l'hôpital public, qui est excellent, avec des chirurgiens très réputés, mais eux étaient moins disponibles. Donc il fallait que j'attende, je crois, 3 semaines pour avoir un rendez-vous, et en fait je perdais vraiment mes 2 jambes, ça allait pas du tout. Et l'autre chirurgien que j'ai trouvé, qui était aussi au Mount Elizabeth Hospital, donc aussi dans cet hôpital privé, lui me prenait très rapidement. Et puis quand j'ai compris l'urgence, il m'a fait comprendre que j'allais perdre mes bras aussi dans les jours, semaines qui allaient suivre. Je me suis dit, je vais pas attendre 3 semaines d'avoir encore un avis. Donc j'ai mis de côté l'hôpital public qui aurait été moins cher. Souvent on me disait, mais t'as vécu tout ça, mais si loin de chez toi, à 12 000 km de chez toi, où les gens, comme j'étais là, me disaient, mais il faut absolument que tu rentres en France, il faut absolument que tu vois des gens en France, comme si j'étais, je sais pas, dans un pays tellement reculé que j'allais mal être soignée, alors que c'était difficile d'expliquer que je pense, dans tout ça, j'ai eu de la chance, c'est que ça m'arrive à Singapour. Parce que ici, j'ai vraiment des chirurgiens, des médecins, des physios, des kinés, extrêmement compétents, à la pointe de la technologie. Je peux que les remercier. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce témoignage ? J'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Mais plus sérieusement, sur la partie publique, alors ça se retrouve un peu dans tous les pays, en tout cas tous ceux pour lesquels la CFE a pu se déplacer. C'est vrai que c'est souvent dans les pays où le système public est bon, il est de qualité, les médecins sont compétents, il y a du matériel, il y a toujours ce délai d'attente. Alors 3 semaines, ça peut paraître effectivement très long pour le cas de Julie, et je l'entends complètement. Dans des pays comme au Royaume-Uni au Royaume-Uni, c'est 3 à 6 mois par exemple. Au Canada aussi. Donc du coup, j'ai envie de dire tout est relatif, mais voilà. Donc c'est des témoignages que j'ai souvent. C'est effectivement pour ces raisons de délai, on préfère aller dans le privé. Et donc dans le privé, ça coûte plus cher que dans le public. Et ben voilà, on a fait le tour, Rachida. Super. Parfait. Encore un grand merci. Quel serait ton mot de la fin ? Comme je le dis souvent, de bien réfléchir, de bien vérifier et d'anticiper tous ces sujets de la santé, tous ces sujets de la protection sociale, parce qu'on peut très très vite, à des milliers de kilomètres ou pas d'ailleurs, on peut très très vite être surpris et avoir des difficultés. Merci beaucoup Rachida, et je te dis à très bientôt. À très très vite, merci. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.